28 minutes sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Vous écoutez 120 minutes et je l'avais plus ou moins présenté. Je vous en donne une présentation un peu plus détaillée. Notre invité, nous recevons cet après-midi Karim Massadi, consultant et formateur en IA générative, véritable pionnier de l'intelligence artificielle éthique en France et un peu ailleurs. Alors, quand ChatGPT a fait sensation en 2022, Karim Massadi, vous avez immédiatement saisi ce potentiel révolutionnaire de cette technologie. Alors aujourd'hui, vous avez 2 masters en data science et blockchain et vous accompagnez des entreprises dans leur transformation numérique. Vous avez entre autres formé des journalistes nord-africains pour Reporters sans frontières, RSF. Vous avez conçu des programmes sur mesure pour la DEME et ADN Tourisme et vous avez siégé comme jury à la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un expert multilingue. On a partagé tout à l'heure, en italien avec notre collègue Mourad Ayali. Vous repoussez les frontières de l'éducation technologique et vous nous aidez à comprendre comment l'IA peut devenir une force positive de changement. Alors aujourd'hui, à travers votre société LLMwave.com, vous avez fait de l'IA générative un outil accessible et responsable. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation. C'est bon, tout est correct ? Tout est correct. Ok, très bien. Alors, juste question, pourquoi s'être intéressé en 2022 à l'IA générative particulièrement ? Alors, tout d'abord, je suis data scientist. Pour essayer de clarifier ce que c'est un data scientist, le travail que fait un data scientist. Un data scientist, son premier travail, c'est d'entraîner des algorithmes à devenir des modèles d'intelligence artificielle. La traditionnelle. La traditionnelle, voilà, c'est l'IA faible, ce qu'on appelle l'IA faible. Ah là là, je savais pas. La pauvre, voilà. Avoir servi tout ce temps. Elle est faible maintenant par rapport à une IA générative qui, elle, s'est appuyée sur ces acquis-là. Donc pour faire la différence, pour ceux qui nous écoutent, IA traditionnelle, c'est celle qui, c'est les algorithmes et c'est des réponses de prédiction peut-être, c'est voilà. Alors la première chose, c'est que on utilise de la donnée pour entraîner un algorithme pour qu'il devienne un modèle d'intelligence. Généralement, ça serait, dans l'IA faible, ça serait une classification, une segmentation. Par exemple, si je prends le spam, c'est simple, voilà, c'est est-ce que cet email, il est spam ou pas? Donc il va se baser sur les choses qu'il a été, sur son entraînement, il va comprendre quelles sont les choses récurrentes dans la donnée. Parfois, il se trompe aussi. Il y a un taux d'erreur, effectivement. Voilà. L'IA générative, quant à elle, elle a été entraînée, pareil, sur du texte. Sur des données. Des données textuelles, pour pouvoir s'exprimer d'une manière humaine, entre guillemets, et elle est capable de générer. C'est pour ça qu'elle s'appelle générative. Donc elle va nous générer du texte, du code, ou alors de l'image, si elle a été entraînée, de la vidéo, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle s'appelle générative. Tout à fait. D'ailleurs, si l'on prend l'acronyme GPT, donc c'est Generative Pre-train Transformer. Transformer, c'est la structure algorithmique qui a été utilisée, un transformateur. Pre-train, pré-entraîné, donc on a entraîné le modèle, et voilà, et générative qui va nous générer. D'accord, donc ça c'est la différence entre les deux, et donc vous étiez plutôt dans l'IA traditionnelle. J'étais dans l'IA traditionnelle, étant donné que l'IA générative arrivait, je sentais qu'il y avait une nouvelle ère qui s'ouvrait, et je suis passionné, j'adore ce monde-là, donc j'ai décidé vraiment de me dédier pleinement à cette nouvelle technologie émergente. Très bien. Et depuis donc vous êtes plus ou moins un spécialiste, surtout quand on parle du côté responsable et éthique de l'utilisation de l'IA. C'est pour ça que vous êtes souvent en Tunisie et dans d'autres pays, notamment pour former des journalistes à cette utilisation de l'IA éthique dans le cadre de leur profession. Et vous étiez là en mai déjà pour une formation avec la SNJT, le SNJT pardon, et avec aussi l'UNESCO. Et vous allez faire le suivi de cette formation. Si je pose la question, IA et journalisme, amis ou ennemis? Complémentaires. Si l'on observe le journaliste, son travail est de générer. Il va générer du texte, va générer de l'image, va générer de la vidéo. C'est ça.
l'IA va générer du texte, ça va faire la même chose. Donc effectivement, il y a une ressemblance. Sauf que il y a une vraie différence sur le côté humain et le côté algorithmique. Donc il est intéressant de savoir utiliser l'IA. Mais revenons à une chose plus importante. Qu'est-ce que l'IA en soi, si ce n'est un outil? Il faut garder en tête que c'est un outil. On parle souvent de l'intelligence artificielle et on voit la partie modèle de l'intelligence artificielle. C'est le cœur, le moteur qui, lui, va faire les calculs pour nous générer un texte ou une image. Sauf que la vraie révolution, c'est dans les outils qui ont intégré le modèle d'intelligence artificielle. Par exemple, en outil, vous pouvez prendre ChatGPT est un outil. Il va pouvoir, c'est-à-dire générer du code, de l'image, et c'est ce qu'on appelle la multimodalité. Donc, ça veut dire le fait de pouvoir générer plusieurs contenus différents. Je vais peut-être poser une question, enfin par mon métier, est-ce que pour vous, il y a des outils qui sont plus éthiques que d'autres? Si je mets par exemple 2 outils, je mets ChatGPT ou un générateur d'images, et je mets par exemple Trint, qui traduit ou fait de la transcription. Est-ce que l'un donc est plus éthique que l'autre, parce que l'un va être vraiment l'outil où on va pas y avoir en tout cas on va lui donner nos données et il va juste nous aider à transcrire ou à traduire, etc. Et puis l'autre, par contre, il peut fausser un petit peu ou copier, ou voilà, on peut avoir un article qui est complètement écrit par ChatGPT et donc on perd la touche humaine. Est-ce qu'il y a des outils qui sont un peu plus éthiques que d'autres? Alors, prenons vraiment, allons plus sur le début de ce qui s'est passé. On a pris une donnée qui a été moissonnée sur Internet. Donc ils ont récupéré tous ces textes et ils ont entraîné le modèle sur ces textes-là. On sait très très bien que sur les textes qui sont sur Internet, on va avoir des billets. Tout à fait, et c'était ma question suivante. Donc, en utilisant ces modèles-là, on part du constat que notre modèle est biaisé ou qui a une problématique, que ce soit par rapport aux droits d'auteur, comme on peut le voir avec ce qui se passe actuellement, et ainsi de suite. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que le modèle est éthique, mais l'usage est-il éthique? Et comment je rends l'usage de cet outil-là éthique et responsable. Et donc là, on peut dire que les formations de ce genre sont indispensables. Aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, il est important que tous les journalistes puissent se former à l'utilisation de l'IA. Tout à fait. Là, actuellement, j'ai un chiffre en tête, c'est celui que 70% des journalistes français ne sont pas formés. 70%? Oui. Donc en Tunisie, ça doit être... Je n'ai pas le chiffre, j'aimerais vraiment l'obtenir et le savoir. C'est-à-dire l'utilisation de l'outil en soi, il devient problématique si il n'y a pas un cadre qui est instauré, il n'y a pas des garde-fous qui sont mis en place, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire que l'on transmet quelque chose. Mais qui met les garde-fous? Ça peut être de la régulation. Oui, voilà. Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est gouvernemental? Ou est-ce que c'est le corps du métier? Je pense que c'est tous les acteurs qui doivent travailler main dans la main pour instaurer un cadre éthique. Les journalistes ont tous une charte déontologique. Oui. Et là, nous allons apporter un élément nouveau. Ce que nous avons fait avec le SNJT et l'UNESCO, c'est effectivement, lors d'un des ateliers, c'est la création d'une charte éthique et de travailler et d'impliquer les journalistes dans la création, dans la réflexion et pourquoi être éthique et responsable lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors on nous dit que l'IA ne va pas remplacer le journaliste, c'est ce qu'on dit, mais on dit qu'elle va remplacer le journaliste qui ne saura pas l'utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est une question, je pense, qui est encore trop tôt.
on est actuellement, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, elle n'a pas accès à certaines réalités. Quand est-ce que l'intelligence artificielle est capable, par exemple, de pouvoir générer un contenu si elle y a accès sur Internet, par exemple. Si elle a accès à ce contenu sur Internet. Sauf que la collecte de données qui est sur le terrain, le travail de recherche, et ainsi de suite, c'est de l'humain. Donc si un jour l'humain arrête de faire son travail sur terrain, même l'IA générative ne pourra plus nous donner absolument. Des données mises à jour, on va dire. Complètement. Donc d'où la complémentarité dont vous avez parlé. Autre chose, alors on a parlé d'éthique, mais qu'est-ce que ça englobe concrètement? Moi, il me vient en tête, par exemple, oui, effectivement, la transparence d'utilisation. Si on écrit un article avec l'aide de l'IA, faut-il le mentionner, par exemple? Il est préférable. Il est préférable de le mentionner. Le fact-checking. Il y a le fact-checking qui est fait naturellement par le journaliste sur les sources qui sont collectées sur Internet. Mais il y a aussi, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, elle est biaisée, comme on le disait tout à l'heure. Donc forcément, est-ce qu'il n'y a pas une partie pris dans le contenu qui est généré? Ceci est un premier point. Pour donner un exemple, lors de la génération d'une image, si on demande par exemple à une IA de générer une image, la plupart du temps ça va être par exemple PDG homme blanc. Oui, si on va lui demander, par exemple, un jeune homme au travail. Donc, exactement, ça va être blanc, avec un costard occidental, un costume occidental. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, pour expliquer aux auditeurs et auditrices, donc les biais, c'est ça, c'est un peu normatif, c'est ce qui peut... En fait, ça veut dire que c'est une donnée qui tend vers un groupe fort. Voilà. de caractères, d'images, de majorité et tout ça. Et c'est ce qu'il y a sur Internet. Exactement, en nombre. Donc, ce qui fait que les minorités qui sont généralement moins représentées sont invisibles. Donc, l'IA ne va pas piocher là-dedans. Il va nous donner l'information qui est la plus accessible, qui est présente en plus grand nombre. Donc, faire attention à ça, par exemple. Faire attention à ça. Il y a, par exemple, aussi, lorsque l'on génère des contenus en français, il faut savoir que la donnée sur lequel a été entraîné ces modèles-là, à 48%, est anglaise. Et il y a eu un travail de traduction qui a été fait de ces langues pour les entraîner sur cette langue-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a passé toute cette donnée-là au traducteur? Est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de qualité? Et alors que dire d'autres langues? Et d'autres langues qui sont minoritaires, effectivement, comme par exemple l'arabe. C'est-à-dire, et c'est là où les journalistes, par exemple, il est important pour les journalistes de vérifier concrètement la structuration des phrases, que la langue arabe reste ancrée et on évite de dénaturer et d'éroder la structure. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, il est préférable de faire ses recherches en anglais? Techniquement, oui. Okay. Parce que le modèle, il va mieux répondre, et il y a eu des tests qui ont été faits qui ont prouvé qu'effectivement le modèle répond mieux en anglais, plus affiné et mieux structuré. D'accord. Sachant aussi, c'est là où je reviens à la formation, un modèle d'intelligence, quand je communique avec un modèle d'intelligence, il ne déroge pas aux règles interculturelles. Qu'est-ce qu'une règle interculturelle? Si je dois communiquer avec un japonais, je ne communique pas de la même manière si je communique par exemple avec un chinois ou quelqu'un, ça veut dire d'Amérique du Sud par exemple. Donc l'IA, elle a ses mécanismes à elle. Donc il est important de comprendre comment je communique efficacement avec l'intelligence artificielle et les algorithmes et le modèle. Tout à fait. Alors, question, je ne sais pas si vous avez les réponses, mais ou des éléments, ou le niveau de maturité des professionnels tunisiens face à l'IA, comparé à d'autres pays que où vous avez pu former, voir, collaborer. Est-ce qu'on est un peu en retard ou est-ce que on rattrape un petit peu le train? Alors, je vais parler d'un sujet que je maîtrise mieux, qui est, par exemple, lorsque je suis intervenu aux Assises du journalisme à Marseille dernièrement, où j'ai mis en lumière le fossé digital qui est en train de se creuser entre, par exemple, l'Afrique du Nord et l'Europe, au niveau de l'intelligence artificielle générative et la discrimination qui est en train de grandir
Pourquoi? Parce qu'on voit que, bien évidemment, en Tunisie, on n'a pas accès à des outils payants. Tout à fait. Donc il y a une discrimination financière. Mais pour la plupart, oui, ils sont payants. Donc voilà. Nous avons aussi des problématiques au niveau d'Internet. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles à Internet. C'est la première fracture numérique. Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'on est en train de créer en fait un millefeuille de problèmes qui peuvent créer encore un nouvel écart et augmenter le gap. Donc il y a un travail de fond à faire pour apporter de l'information, mais aussi il faut que les professionnels du métier, donc les développeurs, les fournisseurs de solutions, commencent à travailler sur un autre pan qui est les outils à base d'intelligence artificielle, mais en arabe. Ok, parce que j'allais dire pourtant les startups tunisiennes, elles sont pas mal côté travail. Il y a pas mal de solutions, mais est-ce que vous dites peut-être que les solutions sont directement orientées vers le marché international et donc directement... Il y a une discrimination linguistique qui se fait automatiquement parce que certaines régions reculées ne maîtrisent pas par exemple le français proprement ou ne maîtrisent pas l'anglais, donc ces solutions-là ne sont pas souvent accessibles. Et là, on continue à creuser de plus en plus l'écart. Donc, des solutions qui soient, par exemple, multilingues, avec de l'arabe, bien évidemment, pourraient être mis à profit dans ces régions. Et puis, ce serait vraiment sympa à tous les start-upers et tous les entrepreneurs qui travaillent sur des solutions basées sur l'IA de penser, pourquoi pas, geste patriotique au dialecte tunisien. Absolument. Voilà, ce serait cool. Enfin, je sais pas, moi je m'y connais pas beaucoup, mais comme ça, je dis ça, une petite idée. Mais sinon, alors, autre question, c'est par rapport à ces start-upers. Effectivement, une PME tunisienne, par exemple, qui aimerait commencer à intégrer l'IA, son budget, son gros budget, comment est-ce qu'elle peut commencer, ou par où est-ce qu'elle peut commencer? Alors, les outils mainstream permettent de faire certaines choses. Maintenant, la PME, chaque PME est particulière. L'intégration de l'intelligence artificielle va demander d'abord d'analyser les besoins, quelles sont les problématiques et quels sont les besoins de l'entreprise. Donc, c'est vraiment du cas par cas sur ce registre-là, et il faut réfléchir, est-ce que c'est des outils personnalisés qui, elles, demandent un certain budget. Est-ce que nous allons faire, par exemple, travailler sur du no-code? Certaines solutions peuvent être intégrées en no-code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un gros développeur ou gros développement avec une grosse structure. Voilà. Et sinon, on peut aller sur vraiment un côté très high-level où on va utiliser des outils qui sont connus, comme par exemple ChatGPT, où on peut trouver aussi, il y a un outil qui s'appelle Taskade qui permet de faire de la gestion de projet et autres avec des agents. Mais il faut qu'il y ait une acculturation qui est faite pour la compréhension de l'outil, comprendre les usages et aussi comprendre quelles sont les problématiques et les challenges de l'IA. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est probabilistique, donc elle est capable de nous faire des hallucinations. Ce qu'on appelle une hallucination, c'est des erreurs de contenu. C'est quoi ces hallucinations? Alors les hallucinations, c'est vraiment le mot technique lorsque l'IA génère une information qui est fabriquée ou qui n'existe pas. Un cas très intéressant, un cas très intéressant, ça a été un avocat du barreau de New York qui a passé une soirée en boîte, il devait défendre un client, il est allé sur ChatGPT, il a créé son plaidoyer, il est arrivé, il a fait son plaidoyer, et là il s'aperçoit au bout d'un moment que la jurisprudence n'existe pas. Carrément. Oui. Donc là, c'est lourd de conséquences. Et on le voit souvent lorsqu'on utilise
que lorsqu'on maîtrise un peu les outils, on s'aperçoit qu'il y a des informations qui sont ajoutées, des informations qui sont érodées, ou elle peut faire des hypothèses aussi, et ainsi de suite. Donc c'est ça une hallucination. Exactement, et alors des fois on lui pose la question, mais où est-ce que vous avez eu ces chiffres-là? Et je m'excuse, finalement j'ai pas de source officielle, donc c'est ce que répond ChatGPT quand il donne comme ça des informations un peu... Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que il y a plusieurs manières d'utiliser l'intelligence artificielle, et ce qu'on parle toujours d'outils. Donc, si moi je questionne la base d'entraînement de par exemple, ChatGPT pour ne citer que lui, il a des données qui sont arrêtées à une certaine date. Donc, s'il ne trouve pas l'information, il est très capable de nous l'inventer, parce qu'il veut nous faire plaisir. Il est très gentil, finalement. D'un autre côté, c'est pour cela qu'on commence à trouver des outils pour aller sur Internet liés au modèle de ChatGPT. Par exemple, on peut faire une recherche sémantique, ce qu'on appelle une recherche sémantique, qui diffère de celle de Google, qui est, elle, basée sur des mots-clés, et on va trouver une suite de liens. L'IA, elle va piocher dans plusieurs contenus, elle va te donner les sources. Elle peut me donner les sources, mais attention, elle est aussi capable d'inventer des sources? Pas de les inventer, mais de faire une hypothèse sur le texte qu'elle a analysé. Donc il faut toujours vérifier de la source, le contenu de la source et la réponse de l'outil. Donc il y a un travail quand même assez conséquent à faire pour avoir cette information, en tout cas cette information générée. Pour revenir aux journalistes, peut-être, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, qu'il faut développer peut-être aujourd'hui pour rester pertinent à l'ère de l'IA générative? La première compétence, c'est savoir ce qu'on dit faire du prompt design. Le prompt design, c'est comment bien prompter. Prompter, c'est comment j'élabore une requête. Vous avez des conseils là comme ça sur antenne? Oui, la première chose à faire, je dirais, c'est de structurer, c'est de lui donner un rôle. Si vous voulez qu'il fasse une recherche, vous lui dites, par exemple, tu es un chercheur, ou vous lui donnez un rôle. Je suis un chercheur, tu es un chercheur. Il faut définir son rôle à lui. Ensuite, lui donner un contexte précis. Ne soyez pas avare. Donc ça se passe à Tunis, ça se passe à... Voilà, si vous lui dites, par exemple, vous avez besoin d'une recherche sur une date, et c'est une erreur que je vois souvent, actuelle. Comprends pas actuel. Non, c'est très flou. 2026, 2025, 2024, vous pouvez définir le mois et lui donner le contexte de ce que vous voulez faire. Ensuite, lui donner les tâches à effectuer, et vous pouvez ajouter aussi les contraintes. Évite de faire cela, évite de faire ci, et ainsi de suite. Par exemple, concentre-toi sur ci. Alors, toujours utiliser un verbe d'action en début de phrase. Et aussi un autre conseil, un tips que je donnerais, on évite de faire ne pas faire. Donc c'est des ordres. Mais éviter la formulation ne pas faire et utiliser le mot interdit parce que c'est un mot qui est fort. Il y a un mécanisme interne d'attention qu'on appelle les têtes d'attention qui va, elle, se focaliser sur ce mot-là. Donc c'est un mot fort pour lui, plus que ne pas. D'accord. Et il y a, je sais pas, quelque chose que j'utilise, peut-être que c'est un bon type ou pas du tout, vous me dites. Moi, je lui dis aussi, pose-moi 5 questions avant de répondre. Par rapport à tout ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des éléments dont tu aurais besoin pour mieux répondre? Et des fois, voilà, il affine un petit peu. C'est lui qui creuse avec moi. Ça peut être bénéfique, mais attention au biais toujours. S'il est biaisé, c'est-à-dire sur certains sujets, il va peut-être rester redondant sur la manière de voir les choses. Et ce qui peut être, ce que je ferai, et moi ce que je fais généralement, c'est lui demander est-ce qu'il y a des blind spots ou alors des angles morts. Des angles dans ma manière de présenter, oui. Vous dites dans votre page, un entrepreneur ne possède que 2 ressources clés, le temps et l'argent. Si l'IA ne vous fait gagner ni l'un ni l'autre, elle est inutile. C'est ça.
quand on entreprend, généralement, quand il y a des jeunes entrepreneurs, ils commencent, ils n'ont pas beaucoup de sous. Ils ont du temps. Donc, c'est une ressource. Oui. C'est là où l'IA, elle peut faire accélérer certaines choses. Donc là, elle me fait gagner du temps. Du temps pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Exactement. Ensuite, une fois qu'on est en phase de déploiement, où on a développé son entreprise et autres, si on n'est pas capable de quantifier un retour d'investissement sur l'outil qu'on est en train d'utiliser à base d'intelligence artificielle, c'est que finalement, elle ne me sert à rien. Je suis en train de perdre de l'argent. Ou alors, je suis juste en train de montrer que j'utilise de l'intelligence artificielle. C'est un peu du show-off. Donc, finalement, l'idéal, c'est qu'on puisse quantifier le retour sur investissement et gagner du temps. Et là, elle devient très efficace. Donc, ce qui serait intéressant pour une entreprise aujourd'hui, c'est quand même faire un diagnostic ou un audit. Quels sont ses besoins, sur quoi elle devrait développer l'IA, sur quels outils elle devrait utiliser. Tout à fait. Et ensuite, faire des tests. Et comme vous l'avez dit, c'est déployer ça à l'échelle de toute l'entreprise et y aller crescendo. Alors, d'abord commencer par des projets pilotes. Voilà, c'est ça. Si par exemple on reprend dans une newsroom, dans une organisation de médias et autres, je dirais, ça veut dire commencer par un projet pilote, peut-être un chatbot qui va venir, ou un assistant IA qui va venir aider les utilisateurs, c'est-à-dire les lecteurs du site web des articles, comme l'a fait le Washington Post par exemple, pour retrouver des articles plus simplement. Quand on a beaucoup de contenu, voilà, on a beaucoup de contenu, ça simplifie. Voilà, en fait, c'est un usage qui est vertueux, qui fait gagner du temps, qui garde le lecteur aussi sur la plateforme. Parce que finalement, c'est-à-dire, c'est un côté... L'information, elle est là, certes, mais il faut que ça soit monétisable, il faut que, c'est-à-dire que ça crée de l'attrait, que ça crée du... Est-ce que vous êtes pour aujourd'hui que les médias tunisiens commencent à faire ce diagnostic, cet audit pour voir comment ils vont pouvoir intégrer l'IA de manière plus... Oui, je pense qu'il y a un travail à faire, mais il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il soit accompagné, et je pense qu'on va par des spécialistes, par des gens qui sont compétents. Bien évidemment, on sait que l'écosystème tunisien, il souffre parce que il manque de moyens. Oui, il souffre de manque de moyens, donc il faut qu'il y ait une réflexion globale, parce que l'IA, c'est un outil. Il faut trouver à un moment un juste milieu pour que eux puissent générer des revenus, mais aussi, c'est-à-dire le retour sur investissement par rapport à l'utilisation de l'outil et les dangers. D'ailleurs, lorsqu'on fait un audit à ce niveau-là, il y a le risk management, la gestion de risque par rapport au taux d'erreur, par rapport à tout ça, qui doit être pris en compte. Bien sûr. Si j'ai trop d'erreurs, que j'investis dans un outil où j'ai trop d'erreurs, finalement, il n'est pas rentable. Exactement, on revient à ma citation. Je finis avec cette question beaucoup plus générale et généraliste. On parle là de toute la Tunisie. Quel secteur clé de l'économie peut-on retrouver aujourd'hui le mieux l'IA, ou peut-elle avoir le plus d'impact? Comme c'est un secteur, tourisme, agriculture, textile, qu'est-ce que vous pensez? Quel secteur serait aujourd'hui, aurait le plus besoin d'une politique basée sur l'IA? Alors, comme ça, je pourrais pas dire je choisirais pas vraiment aller sur quel secteur d'activité, mais quelle tâche serait l'IA pourrait aider. L'IA, elle a été entraînée sur du texte, donc elle est très à l'aise avec du texte. Donc l'information au public, déjà sur l'information. Voilà, par exemple l'assistant IA peut venir aider. À côté du fait que j'ai entrepris et que je forme, j'ai aussi, c'est-à-dire une entreprise qui s'appelle Nalis.io, qui, elle, est un secrétaire médical qui va venir aider les gens qui veulent, par exemple, faire des voyages médicaux et esthétiques à passer le cap. Donc, ils vont questionner, ça va être une IA, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant parce que le client, ça veut dire que le prospect, il a une réponse directe. Il peut questionner, avoir une idée sur le coup, où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Ouais. Et même si il parle une autre langue,
l'IA Et est donc capable de c'est un s'adapter. client potentiel qu'on ne perd pas. Exactement. C'est très clair comme exemple. Et pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a eu, en tout cas pour la médecine esthétique ou le tourisme médical, on était quand même plutôt bien placé. On s'est fait un peu dépasser par certains pays sans les citer. Et donc ce serait bien de réfléchir à une nouvelle politique pour les réengager. Voilà. Merci beaucoup, Kerim Messadi, de nous avoir un petit peu simplifié. Peut-être pour certains, c'est encore un monde à part, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça quand on est bien accompagné. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Lucy Lou, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own